semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bonjour et bienvenue chez le Psy du Travail qui s'intéresse aux gens, qui s'intéresse au travail, qui s'intéresse au métier. Et puisqu'ici on est au format podcast, moi je me dis des fois que ce serait super si chaque métier pouvait avoir son petit podcast ou ses petits podcasts dans lesquels les professionnels viendraient parler de leur métier, de ce qui s'y joue, des évolutions, de l'actualité. Ça serait vraiment une ressource inépuisable pour nous et puis peut-être une manière pour les professionnels de se réapproprier leur vécu au travail, d'ouvrir des espaces de discussion. Eh bien, de tels podcasts, ça existe et il y en a un que j'aime particulièrement. C'est le podcast de Julien et Quentin, au titre mystérieux de « Deux connards dans un bibliobus », podcast dans lequel ils passent en revue l'actualité technique, politique, administrative, mais surtout l'actualité métier de la grande famille des bibliothécaires. Je suis vraiment très heureux qu'ils aient accepté de nous rendre visite ici pour un épisode qui a deux ambitions. La première ambition, c'est de faire un peu le tour de qu'est-ce que c'est que travailler et qu'est-ce que c'est que manager dans une activité comme celle des bibliothèques. Ce qu'on va entendre, c'est le point de vue de deux professionnels qui font le métier. Deuxième ambition de cet épisode, c'est mettre toute cette matière en regard de cette grande vague qui déferle un petit peu partout de la communication non violente. Alors c'est pas nouveau, la communication non violente, la CNV, mais moi ça fait 2 missions d'affilée que je la rencontre, et j'entends dire, peut-être par des esprits chagrins, que la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, semble avoir trouvé là une réponse à quelques questions organisationnelles. La communication non violente, CNV, c'est une méthode de communication bienveillante, centrée sur l'écoute active, l'expression des besoins et la formulation de demandes claires à son interlocuteur. Elle oppose deux symboles, qui sont deux animaux. D'un côté, le chacal, c'est celui qui est dans le mental, le chacal. Il a un langage accusateur, il génère des conflits, il n'est pas ouvert sur le grand tout de la vie. Et il s'oppose à la girafe, grand animal sympathique, au grand cœur, qui symbolise l'empathie et la hauteur de vue parce que, oui, la girafe a un grand cou. Mais n'en disons pas plus pour l'instant. On va discuter métier, on va discuter du travail et du management au sein des bibliothèques avec Quentin et avec Julien qui nous présentent rapidement leur podcast. Donc nous, on est deux connards dans un bibliobus. Pourquoi deux connards dans un bibliobus ? On va commencer par ça. Parce que c'est une référence à la chanson de Orelsan et Gringe des Casseurs Flotteurs. Deux connards dans un abribus, qui nous a semblé une évidence au début quand on a évoqué le fait de faire un podcast tous les deux sur le monde des bibliothèques et sur l'envers du décor du monde des bibliothèques. On s'est donné comme nom de travail deux connards dans un bibliobus en disant c'est pas ouf, peut-être on va pas le garder et on verra après quoi. Et quand on a lancé le premier épisode, on n'avait pas trouvé mieux et donc du coup on a gardé celui-là quoi. Attends, il faut quand même qu'on réfléchisse à une fausse origin story beaucoup plus enthousiasmante. Mais c'est marrant parce qu'avec du recul, je trouve que ça correspond tellement bien à l'esprit du projet en plus. Et c'est très désarmant quand on fait face à la critique, en fait, de pouvoir assumer la posture de mais de toute façon, on est deux connards. Il y a une forme un peu de, comment dire, de militarisation de l'humilité là-dedans que je trouve extrêmement pratique pour aller jusqu'au bout de notre démarche. Pour ce podcast, vous serez deux girafes dans un bibliobus. Ah putain. Oh, magnifique. Alors qu'on est tellement des chacals en fait. Chacal, ouais. Ouais, ça m'attriste un peu, mais écoute, tant mieux. En voiture tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. On s'est tous les deux dit qu'il y avait une forme de confiscation du discours sur l'exercice du métier, en tout cas dans le métier de bibliothèque. Ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est qu'il y a vraiment
une profonde séparation en bibliothèque entre des professionnels qui ont été formés à la bibliothèque comme un lieu d'expression et de démocratisation du savoir. Des gens dont l'un des cœurs idéologiques du métier, c'est comment est-ce qu'on répartit le plus égalitairement possible le savoir. Et en même temps, absolument aucune possibilité, j'exagère bien sûr, mais au final des espaces assez restreints, de parler du métier et d'échanger en fait autour du métier. Et une espèce de mélange entre pudeur, on est juste des fonctionnaires, on peut pas, quelle est cette vérité qui serait la nôtre, de manque d'espace pour le faire, et aussi d'un très très lourd poids des statuts, qui est catégorie A, qui est catégorie B. Et c'est vrai que je pense, moi je sais, c'est un peu la petite histoire qu'on raconte souvent, mais au début on a fait ce podcast aussi parce qu'on voulait faire des vannes entre copains, et que ça nous bottait bien, et que ça manquait d'espace. Et on s'est retrouvé assez vite à faire une formation, alors je resterai un peu flou sur où, que, quoi, comment, auprès de cadres, de futurs cadres des bibliothèques. Et un des premiers retours de cette formation, ça a été mais de quel droit les personnes catégorie B viennent nous parler de métier. Et c'est vrai que je crois que j'ai vécu une forme de radicalisation. C'est exactement ça, ouais. En fait, là, Quentin, tu as dit beaucoup de choses parce que tu as parlé de l'absence d'échange sur le métier, la question de la légitimité du travailleur à s'exprimer sur son travail. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de vous dire merci, j'envoie le jingle de fin, au revoir. Plus sérieusement, voilà, est-ce qu'il y aurait un sujet RPS? Parce qu'on a du mal à le croire, nous. Ouais, il y a un sujet RPS qui est un sujet insidieux, en fait. Tu vois, les bibliothécaires, c'est un peu comme des profs, mais sans les bons aspects des profs. Sans, alors c'est un peu limité aujourd'hui, mais sans le côté reconnaissance sociale un peu classe moyenne intellectuelle, quoi. Nous, on est là juste pour ranger des livres. Mais du coup, ce qu'on a, c'est du public. Et en ayant du public, ça déjà, tu coches quelques cases pour avoir des risques psychosociaux. Et quand tu deviens le dernier service public ouvert, gratuit, qui ne te demande rien pour rentrer, du coup, tu récupères un peu tout ce que la société génère comme problème et amplifie au fur et à mesure. Et donc, dans une même journée, il faut que tu gères des trucs assez classiques, hein, machin qui cherche un livre avec la couverture bleue, c'est rigolo, c'est machin. Machin qui est pas content parce qu'on n'a pas acheté le dernier livre de Zemmour et que du coup, vous comprenez, c'est de la censure. Et puis en même temps, il faut que tu gères aussi Jean-Pierre qui vient de recevoir son OQTF et qui sait pas quel bout attraper le truc. Machin à qui on a coupé les allocs et qui doit trouver un point, machin. Et quand il a été à la mairie, on lui a dit allez à la bibliothèque parce que c'est le seul endroit où vous pourrez être aidé. Il faut que tu gères le SDF du quartier qui vient se poser dans un coin parce que c'est l'endroit où il fait pas froid et où il peut s'asseoir, il peut peut-être même regarder un film ou lire un journal. Et du coup, tu as tout ça qui se mélange et qui fait que quand toi, t'animes ce bordel-là, quand tu fais partie de l'équipe qui réfléchit à comment faire en sorte d'avoir des missions, d'être dans cette idée qu'on s'est construit, dont Quentin parlait tout à l'heure, de la démocratisation, etc., faut que tu arrives à gérer la démocratisation et en même temps la survie de tout ce petit monde-là. Et ça a un coût. Ça a un coût sur la santé mentale des gens qui travaillent dans ces bibliothèques. Alors, il est pas le même partout, évidemment. Quand tu bosses dans un quartier très précaire, très compliqué, c'est pas la même chose que de travailler dans une petite bibliothèque bucolique, rigolote, etc. Mais malgré tout, il existe un peu partout. Et avec ce coup-là, qui est rendu, je pense, doublement problématique parce que c'est aussi un métier dans lequel il y a très peu de formation à ce qu'est manager ce coût émotionnel-là. Je pense que, évidemment, on n'est pas des soignants, c'est une certitude, mais que alors que les bibliothèques rentrent de plus en plus dans des logiques d'aidants, parce que, par exemple, sur les problématiques sociales lourdes, on parlait d'OQTF tout à l'heure, mais ne serait-ce que quand tu as en effet des gens SDF hyper précarisés qui utilisent la bibliothèque comme un point de repère parce que l'électricité, l'eau, un peu d'hygiène dans les toilettes, rien de fou. Et généralement, d'ailleurs, ça se passe plutôt bien, en vrai. Mais tu vas rentrer quand même dans une logique d'aidant, que tu le veuilles ou non. Et avec par contre un vrai refus en général de construire ce qui est au cœur de beaucoup de logiques d'aidant, c'est-à-dire prendre soin de soi-même.
Et du coup, beaucoup de la souffrance des professionnels qui peut être tue ou alors qui peut être, quand elle est exprimée, perçue comme un caprice un peu de privilégié. À ça, je pense, s'ajoute aussi vraiment, enfin, je pense qu'on va évidemment, dégainer, Phobasie Ettars, qui est une nana qui a pensé un concept qui est assez intéressant dans le cadre de notre métier, qui s'appelle, si je vais le traduire par l'émerveillement professionnel, le vocational awe, et qui prend une expérience qui a été faite dans une bibliothèque enfin une expérience, non, De Philadelphie. la Philadelphie, où, c'est le petit moment, histoire qui fait plaisir. Ouais, ça ne Heu fait pas trop plaisir, mais ouais. Ouais, hein, mais histoire, tu sais, qui met les petites, étoiles dans les yeux. Une collègue sort dans un parc à la pause déjeuner, va dans le petit parc qu'il y a déjà sur la bibliothèque, quartier, très précaire, très difficile de Philadelphie et bah, quelqu'un fait une overdose. Mais la collègue en question, ça tombe super bien. Elle a un kit parce qu'elle-même, dans sa vie perso, fait partie d'une association qui aide des personnes. Elle a un kit anti-overdose et elle sauve la vie d'une personne. Tu cette bibliothécaire va dans un parc et sauve une vie. La législation locale commence à faire passer des lois pour que dans les bibliothèques locales, il y ait des kits anti-overdose et que les bibliothécaires, du coup, sauvent des vies. Elle part de cet exemple et elle montre combien, en fait, les bibliothécaires, c'est pas tant l'addition de la législation, mais pourquoi les bibliothécaires, ils acceptent ça. Parce qu'en fait, ils ont l'opportunité de sauver des vies. Et que les bibliothécaires, au fond de leur petit cœur, c'est des enfants du CDI qui aimeraient sauver le monde et qui vont accepter n'importe quoi. Et pour qui l'idée de se battre pour de leurs conditions de travail, alors que quand même on touche des livres et on fait un beau métier, ça revêt un espèce de vernis un peu absurde. Et il y a ça. Il y a cette idée en fait que fondamentalement, on est une profession de gens presque parfois un peu surpris par l'idée qu'on ait le droit de gagner de l'argent en touchant des livres et qu'on va sauver le monde. Et Ouais, dans le vocational O, donc c'est O-A-W-E en anglais, tu sais, c'est le mot qui veut dire la crainte et le respect. C'est vraiment un vocabulaire très religieux en fait. Et donc Phobasie Ettars, c'est une collègue américaine qui tisse ce concept-là à partir de cet exemple-là, en disant mais en fait il y a vraiment un truc qui est propre aux bibliothécaires là-dedans, qui est lié à donc c'est un métier quand même un peu du care, et là pour le coup voilà, faut sauver des gens. Il y a des trucs incroyables qui se passent dans cette bibliothèque. Sur cet exemple-là de Philadelphie, pour moi, il y a vraiment un exemple que je trouve incroyable, c'est quand l'agent de sécurité qui est interviewé par la presse locale, il répond aux questions du journaliste et il lui dit: «Oui, bon, bah, elle a 26 ans et elle est bibliothécaire, elle a déjà sauvé 2 personnes de la mort ce mois-ci, bon, c'est quand même que la bibliothécaire, quoi». Et ce sur quoi on met tout de suite le doigt, ce que Phobasie Ettars, sur quoi elle met le doigt et qui nous semble hyper important, c'est de se dire: waouh, elle est incroyable cette histoire, c'est vraiment une success story à l'américaine, on va en faire une série Netflix, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où ça marchera pas? Comment est-ce qu'on va accompagner les gens là-dedans? Parce que là, on leur a donné des kits anti-overdose, c'est super, hein, c'est à côté du défibrillateur, j'imagine, et puis avec les mêmes consignes de sécurité. Mais voilà, comment ils vont faire quand ils auront fait ce qu'ils pouvaient, mais que la personne va mourir à côté? C'est pas des médecins, ils ont pas de pratique, ils ont pas de formation, ils ont rien. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très propre aux bibliothécaires, d'imaginer que parce qu'ils sont bibliothécaires, ils sont nécessairement des agents du bien, que tout ce qu'ils vont entreprendre va nécessairement être bon. Et c'est bon pour les gens de faire ça, c'est bon pour eux, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour tout ça. Et donc du coup, on est dans ce métier qui est un peu compliqué là-dessus, qui a vraiment du mal à avoir un regard critique sur lui-même, un regard critique sur ses pratiques et sur la façon de penser, le quotidien, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et se dire: «Peut-être là, là on va trop loin, quoi». Quand j'entends ce mélange des genres entre votre vocation initiale qui est culturelle et d'autres attentes qui viennent se greffer, qui sont d'un autre ordre et qui sont même d'un ordre qui fondamentalement n'est pas dans votre métier. Mmh. Quand j'entends que votre rapport au public, il a pu changer avec de nouvelles exigences, de nouvelles demandes, de nouvelles difficultés à gérer. Quand j'entends le côté sur lequel on reviendra sûrement de vocation, en fait, qui est attachée à votre métier. Je peux pas m'empêcher, parce que j'ai une expérience professionnelle, de me dire ça sent la maltraitance institutionnelle, quoi. Vous m'avez pas parlé de votre rapport à l'administration, parce que quelque part, l'administration, elle pourrait accompagner ça, hein. Je me fais l'avocat du diable, hein. Elle pourrait dire, mais changeons ensemble de paradigme professionnel, voyons ensemble comment nos pratiques peuvent s'adapter à ces nouvelles demandes ou pas, enfin discutons-en.
Mais j'ai pas le sentiment que ce soit ce qui se passe dans les collectivités ou dans les autorités d'organisation de vos activités. Globalement, la majorité des bibliothèques, ça reste quand même des bibliothèques de lecture publique, c'est-à-dire des bibliothèques municipales. Et, si tu mets tous les services publics côte à côte, si tu mets la voirie, les parcs aux jardins et les bibliothèques, à la fin, tu te retrouves avec des services publics qui ont un impact immédiat, qui se voit directement sur ce que tu peux avoir envie de mesurer comme qualité de vie des gens. Et tu en as d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et les bibliothèques, ça rentre un peu dans ce truc-là, ce qui fait qu'on est souvent invisible. Genre, bon, bah, c'est la dame de la bibliothèque et c'est le monsieur de la bibliothèque et c'est cool. Il nous demande du blé, mais pas trop, donc ça va. Mais il n'y a pas forcément cette idée d'aller chercher, d'aller impulser quelque chose. Il faut vraiment les convaincre. Et du coup, là aussi, tu vois, en tant que métier, en tant que corporation métier, on s'est beaucoup dit qu'il fallait qu'on exerce une advocacy, une mission vraiment d'aller convaincre les gens qu'on est vraiment important. S'il vous plaît, aimez-nous. Donnez-nous de l'importance et donnez-nous même pas d'argent, juste de la reconnaissance. Il y a beaucoup de ça, ce qui se comprend à fond, quoi. Et du coup, on a beaucoup fait cette mission-là d'aller se vendre en disant, regardez, nous, on est des lieux, on est à la fois des médiateurs culturels, des médiateurs numériques, on fait du lien social et puis aussi on repasse le linge et puis on fait le retour de l'être aimé, tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez, on peut le faire. Et voilà, on finit dans un très bon état. Et aujourd'hui, tu vas te retrouver, ça paraît absurde, hein, mais des vraies discussions professionnelles qui peuvent avoir lieu entre bibliothécaires, c'est quoi notre métier? Et pas c'est quoi notre métier en mode quelle est sa philosophie profonde, quelles sont les conditions de son exercice, pourquoi on fait ça? Non, c'est quoi notre métier en mode si on liste, on devait tous lister les 3 fonctions les plus évidentes d'un bibliothécaire et qu'on le faisait à l'échelle du bibliothécaire de France, on aurait peut-être pas 2 copies pareilles en fait. Et tu vas avoir des gens pour qui le métier des bibliothèques, c'est un métier qui est centré sur la préservation des savoirs. Tu parlais tout à l'heure de vous avez fait ce métier-là parce que c'était la culture. En fait, paradoxalement, pas forcément. Parce que tu as beaucoup de gens qui sont rentrés dans la bibliothèque. C'est mon cas, par exemple. Parce que ce qui nous bottait, c'était l'accueil des gens. Moi, c'était le contact. C'est ça qui me bottait. Je venais plutôt de ce cadre-là. La culture, elle est venue bien après, en fait. Tu des gens et ce que je dis là, pour moi, c'est une réalité, mais c'est quelque chose qui peut être choquant pour certains. Et tu vas avoir là-dessus, je pense aussi, un vrai souci quand on va parler de RPS, dans notre métier, qui est que la légitimité à faire ce métier, le pourquoi on fait ce métier, c'est tout sauf une évidence. Et on va avoir, autour de ces questions, beaucoup, je pense, de tensions intermétiers. Alors là, je veux pas rentrer dans les sauces internes en mode derrière quelle chapelle on se range et quel est notre super pouvoir de bibliothécaire. Mais c'est même pas un métier en fait qui sait ce qu'il fait et pourquoi il fait ça. Et c'est même pas un métier où 2 professionnels peuvent globalement te dire bah je fais ça parce que je suis boulanger, je fais du pain. Mais moi, je suis bibliothécaire, alors je vais peut-être me prendre la haine de tous les boulangers de France, j'espère qu'on ne s'est pas en train de se faire, croissant cancel. Mais, au-delà de ça, il y a un truc fou. Entre 2 bibliothécaires, un qui va te dire, «On est là pour, une vision améliorative de la société, tirons des gens précaires vers le haut, Zola pour tous». Et quelqu'un qui va dire, «On est là pour, de la démocratisation culturelle, essayons de faire rentrer chacun, dans un cadre commun et créons un citoyen». Et bah, c'est 2 discours qui sonnent très bullshit, mais qui en fait vont dépeindre 2 réalités qui sont toutes les 2 à 180 degrés. Et ça, c'est d'autant plus complexe que dans ce que disait Julien vis-à-vis de notre rapport à nos tutelles, ça fait que nos tutelles, elles nous comprennent pas souvent. On est qui en fait? Est-ce qu'on est, les gens de la bibliothèque qui aident parce qu'il y a de l'aide aux devoirs pour les enfants le soir? Est-ce qu'on est bien parce qu'en fait, du coup, c'est quand même pas mal si, la municipalité peut se servir de la bibliothèque comme un petit relais, par exemple, pour faire passer de l'idéologie, hein? Spoiler, on peut être tout ça à la fois, hein. Aucun problème, hein. Dans la façon de gérer une équipe, de gérer l'organisation d'un collectif de travail, pour ça, c'est vraiment puisque tu l'évoquais tout à l'heure, le rapport avec les tutelles, il existe, le rapport avec les publics, il est, évident, il est au quotidien. Il y a toute une couche d'injonctions qui peuvent être, contradictoires, qui peuvent être, paradoxales, qui peuvent être, opposées à plein d'égards et du coup, le rôle d'un j'ai pas forcément envie de dire nécessairement d'un manager, tu vois? Parce qu'il y a aussi,
le vieil anard en moi dit que en fait la meilleure organisation c'est l'auto-organisation et c'est voilà, tu vois, donc c'est beaucoup vers ça qu'on tire aussi. Mais en tout cas, la meilleure chose à faire, la première des choses à faire, c'est d'être bien au clair avec c'est quoi le plus important. Et quand tu es dans un conflit entre faire ça ou faire ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde que tu vas pas répondre favorablement à la l'énième demande de la tutelle de faire tel truc ou de remplir tel indicateur de merde ou d'ouvrir tel service, parce que en fait, ce qui est plus important, c'est les demandes du public. Et si le public, il te demande trop et que tu en peux plus et que ton équipe elle est en train de craquer, le plus important, c'est de faire en sorte que tes collègues, ils aillent bien. Parce que s'il y a pas de collègues, il y a pas de collectif. S'il y a pas de collectif, il y a pas de service et puis c'est fini, quoi. Et juste le fait d'avoir cette pensée-là qui est très simple, juste le fait de pouvoir l'exprimer, de pouvoir la rendre vivante au sein de la réflexion sur l'organisation du collectif, bah, ça, c'est déjà pas acquis partout, hein. Et moi, c'est vraiment quelque chose du coup donc bon, je suis, directeur adjoint d'une bibliothèque depuis 1 an, quasiment. Je pense que le fait de n'avoir qu'un poste d'adjoint fait que j'ai aussi un peu plus d'éloignement vis-à-vis des tutelles supérieures. J'ai beaucoup d'encadrement au quotidien d'une équipe, du coup, d'un peu plus de 10 personnes, mais je me retrouve assez peu en contact avec les grandes villes. Ce qui est certain, par contre, c'est que je vois combien, notre métier, il est à peu près impossible à faire en suivant le cadre réglementaire qui devrait être celui de notre métier. Un exemple bête, mais là où je bosse, tous les budgets ont pris moins 20% récemment. Donc on va commencer à réfléchir à la manière dont on va réussir malgré tout à offrir une politique, ambitieuse, qui soit à la hauteur de l'idée qu'on se fait d'une culture, dans une grande ville. Et dans le même temps, on est en train d'essayer de voir comment, heu, pour les collègues sur place, on peut pas lancer des tonnes et des tonnes et des tonnes, d'animations avec le public autour de gigantesques temps forts. Et ce qui serait bien en même temps autour de ces temps forts, c'est de réussir à, lier ça avec une volonté de rajouter du jeu dans les bibliothèques. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que le temps fort qu'on va entremêler, c'est celui sur, les personnes âgées, les seniors. Et comment est-ce qu'on va essayer d'avoir de l'intergénérationnel au milieu de tout ça? Et si j'en viens au bout de tout ça, en fait, c'est que fondamentalement, il y a un rôle de l'encadrant qui va être de faire cet entonnoir où il va déferler sur toi tout un tas d'injonctions contradictoires et savoir ce qui redescend, ce qui redescend pas. La seule posture pérenne, ça sera de faire semblant que tu peux le faire, puis de ne pas le faire quand même, puis d'essayer de faire en sorte de protéger ton équipe malgré tout. Ce que je viens de dire, c'est le schéma positif. Le schéma négatif, c'est que tu as 22 ans, tu sors de Sciences Po, et là, tu vas passer un concours catégorie A de la fonction publique, et l'intitulé du concours, ce sera le train français. Tu feras 8 pages, tu réussiras le concours, et félicitations, tu es maintenant conservateur des bibliothèques. Et tu as une équipe de 48 personnes. Et on pourrait dire que je rigole, mais non, non, c'était vraiment le vrai sujet il y a 3 ans, le train C'était français. le chemin de fer en France. Ouais, d'accord, d'accord. Tu caricatures, ce n'est pas bien. Ouais, ouais, mais ça, c'est un truc qui est hyper important aussi à bien comprendre, c'est que, bibliothécaire, donc c'est une grande enveloppe pour désigner un métier qui est, on l'a dit, hein, qui comporte plein de trucs et qui a assez peu de formation initiale, en fait. La majorité des concours que tu les passes avec juste, un titre, qui peut être, un titre, juste de bac, voilà, catégorie B de la fonction publique, tu peux le passer juste avec un bac. Et du coup, tu as pas de formation initiale ou très peu. Il y a évidemment des formations en IUT, en DUT qui peuvent être extrêmement, utiles, mais qui sont très disparates sur, les savoirs métiers que tu vas accumuler par rapport à ça. Les seuls gens qui ont des formations initiales, c'est les cadres. Et les cadres, donc il y a 2 cas possibles, à l'État ou en territorial, et c'est formé par des grandes écoles de formation des cadres, territoriaux ou des cadres d'État. Et à l'intérieur, les formations, notamment à l'encadrement, elles sont très variables. Alors elles s'améliorent un peu, on va pas jeter la bière là-dessus, il y a vraiment des efforts qui sont faits, mais pendant longtemps, ça ressemblait vraiment à rien. Et ça donnait des gens qui arrivaient directement en très grande souffrance et qui reproduisaient des schémas un peu débiles de ce qu'ils avaient pu croiser à côté, ou reproduire le schéma du chefton parce que tu démarres adjoint et que tu vas faire exactement comme papa qui fait la même chose là-dessus. Euh,
du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a pas, il y a pas de réflexion sur, encore une fois, sur l'organisation, tu vois? Sur, qu'est-ce que c'est que faire collectif? Qu'est-ce que c'est qu'organiser ces missions métiers? Et là, moi, je vais faire mon théoricien et apporter une matière que j'ai développée à l'envi dans les précédents épisodes, puisque finalement, nous, on parle que de ça. Ouais. C'est quand l'organisation est impossible, eh ben, il n'y a qu'à évacuer l'organisation et plutôt réfléchir à comment est-ce que les gens peuvent adopter le bon mindset, le bon état d'esprit. Mmh. Ce qui était marrant pour moi, en effet, c'était de voir combien dans ces formations, euh, ce qui était avant tout mis en avant, c'était déjà l'idée de la valeur. Nous partageons la même. Cette valeur, c'est celui d'être cadre d'une grande ville pleine de valeurs. Et du coup, ça a pu être quelque chose qui ressemblait à se retrouver avec 300 autres néo-cadres dans une grande salle, dans un grand amphithéâtre. Et à tour de rôle, un micro passe où tu dois hurler, selon toi, hurler dans le micro, ce qui est, selon toi, la valeur principale de ton service public. Et ça, pour le coup, au-delà du côté très, quand ça arrive, t'as vraiment l'impression, tu sais, que tu es dans cette super église évangéliste américaine incroyable. Moi, j'attendais vraiment qu'on vienne me soigner le genou, quoi. Enfin, j'étais un peu embêté à la fin. Mais donc t'as déjà ça, c'est-à-dire l'accent principal, il est mis sur cette idée de faire corps, et faire corps, c'est partager un corpus d'idées, mais d'idées vagues, d'idées floues. Deuxièmement, en effet, c'était vraiment l'impression que dans toute la formation, il y a un rejet profond de toute forme de matérialisme. Les gens n'existent pas avec leur lot de problématiques. Les gens, ils sont là pour saisir des opportunités. Les gens, ils sont là pour éveiller des vocations. Et tout un tas de choses, au final, c'est pas scandaleusement idiote nécessairement, mais bout à bout, en fait, il y a toujours cette idée profonde qui est que être cadre, c'est être une espèce de divinité qui plane sur des gens façonnables. Dans un incroyable bouillon d'idées similaires de gens qui sont là pour se défendre le service public et défendre une vision du service public. Et que derrière ça, en fait, l'idée que ces gens puissent mener des vies complexes et qui amènent des réponses qui le seraient aussi, c'est absolument nié. Et derrière ça, il y a l'idée notamment, on en reparle, d'une loyauté. Un bon cadre, c'est un cadre qui est loyal. Et ça pose un tas de questions qui sont complexes. Parce que loyal, oui, mais à qui? Est-ce que ma loyauté, elle va à mon chef? Est-ce que ma loyauté, elle va à ma tutelle politique? Est-ce que ma loyauté, elle va aux citoyens de ma circonscription? Si on reprend nos textes, on pourrait tout à fait défendre une vision, par exemple, qui va dire que le statut protecteur des fonctionnaires, il est là justement pour qu'on soit un contre-pouvoir aux tutelles politiques. Si on prend l'idée de notre métier, on pourrait tout à fait justifier que nos employeurs principaux, c'est les administrés. Mais ça, évidemment, dans une formation de cadre, c'est pas audible. Et ce qui est compliqué quand ça devient inaudible, c'est que ça nous empêche complètement de se former à ce qui va être pourtant une problématique très fréquente, c'est-à-dire on me demande de faire un truc complètement con. Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Mmh. Comment je fais, en fait, pour exister, non pas en tant que passe-plat descendant d'une administration, mais en tant que maillage d'une longue chaîne qui, en bout de course, est capable de faire énormément de mal aux gens. Et cette espèce de gigantesque flou, aujourd'hui, c'est vrai, dans la formation, j'ai trouvé qu'on avait trouvé tout un tas de moyens de l'outiller. La communication non violente, tout un tas de tests, notamment dans l'analyse transactionnelle, tout à fait, et qu'on va noyer en fait tout un tas de problématiques qui parfois se résument à notre métier aujourd'hui, c'est des injonctions contradictoires qu'on impose à des collègues précarisés en leur enjoignant de travailler avec des gens encore plus précarisés et en omettant toute forme de dispositif permettant d'encadrer cette souffrance. Maintenant, on va en effet parler de mindset, on va parler de volonté, c'est marrant, je trouve ça très bien la manière dont tu résumes ça, parce que c'est exactement l'expérience concrète que j'ai faite de cette formation, et où toute forme de souffrance est niée, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Donc, puisqu'on n'est pas là pour souffrir, on peut pas souffrir. Enfin, tout de même, faites un effort. C'est le travail. Pourquoi tu serais là pour souffrir? On n'est pas là pour souffrir, on est là pour rendre service, on est là pour répondre, on est là pour, voilà, pour tout ça.
après ce grand tour qui ne peut pas être exhaustif des questions de la vie au travail et du management dans les bibliothèques, il est temps d'ouvrir le deuxième dossier qu'on voulait traiter aujourd'hui, celui de la communication non violente. Pour une fois, moi, j'ai pas voulu faire un épisode avec les sources de la théorie, avec l'explication des difficultés que cette théorie pose, avec sa genèse et son application au sein des entreprises et des administrations. Je trouve qu'il est beaucoup plus parlant et quelque part beaucoup plus cruel de mettre en regard la communication non violente des sujets qu'elle est censée régler. Et pour que tout le monde puisse suivre, parce que tout le monde ne connaît pas la CNV, je vous indique en description un lien vers un podcast très complet sur le sujet fait par MetaChoc. Alors attention, ça fait plus de 5 heures, mais au moins vous aurez une vision exhaustive du sujet et c'est pas la peine que nous ici on refasse tout ce travail. Mais je vais aussi très rapidement reparler du modèle central de la communication non violente qui est résumé par l'acronyme OSBD. Je dois faire un reproche ou revenir sur quelque chose qui me gêne, qui me chagrine. Eh bien, je vais adopter 4 temps. Observation, sentiment, besoin, demande. OSBD. Prenons un exemple. Évidemment, il est imaginé, cet exemple. Observation. Je constate que vous n'avez pas encore partagé d'épisode du Psy du Travail sur votre réseau social préféré et que vous n'avez pas mis la petite étoile sur l'application qui vous permet de l'écouter. Sentiment. Ça m'angoisse. Et puis ça m'attriste aussi un petit peu. Besoin. J'ai besoin d'être sûr que le temps que je consacre à construire ces épisodes est utile au moins à quelqu'un. J'ai besoin de me sentir soutenu. J'ai besoin qu'on m'aime. Demande. Accepteriez-vous de partager un épisode sur votre réseau social favori ou de mettre des petites étoiles sur votre application préférée ? Voilà, ça c'est une communication de girafe. Le chacal, lui, il aurait dit « Oh là là, il n'y a personne qui relaie mon travail, c'est nul, ça vaut rien, et puis de toute façon, les gens ils sont pas sympas. » Cet exemple tiré de mon imagination montre qu'en première lecture, la CNV n'est jamais qu'une manière d'adoucir son langage et de présenter des besoins pour les faire reconnaître à son interlocuteur. En vérité, c'est un petit peu plus que ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais il ne faut pas croire que dans les formations managériales dans lesquelles on aborde la CNV, elles vont beaucoup plus loin que ça. Je pense que je vous ai fait économiser 8 heures. Allez, la parole est à Quentin qui est passé cadre et a donc suivi tout un processus de formation dont faisait partie la communication non violente. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? La formatrice elle-même n'y croyait pas vraiment, en fait. C'est qu'on vend à travers la CNV un espèce d'outil autour de cette démarche qui devrait nous permettre tous de nous retrouver dans nos besoins et du coup d'éviter cette incroyable frustration et cette violence, en fait, du langage. On occulte en fait complètement le fait que déjà, c'est une méthodologie linguistique que je trouve incroyablement complexe et excluante. Derrière en fait la CNV, moi je vois des jeux de rôle dont je vois bien combien dans les applications concrètes au quotidien, ça serait de la manipulation, d'utiliser en fait cette structure linguistique pour amener un échange, mais où en fait, est-ce qu'on parle vraiment d'échange quand il y a l'une des deux parties de cet échange qui cadre entièrement la discussion? Et ça, pour moi, c'est déjà très complexe et je pense pouvoir voir dans ce qui était expliqué l'intérêt à la grande limite de la CNV si on est entre deux pratiquants. Encore que, à quel moment ça ressemble un peu à une forme de masturbation partagée, je ne sais pas. Mais par contre, entre un pratiquant confirmé et une victime, ça me semble complexe. L'autre truc derrière, en fait, c'est que en allant essayer de chercher les besoins profonds des gens, il y a une manière, je vais dire de psychologiser, non pas que je trouve pas ça bien de faire de la psycho, mais de psychologiser parfois des besoins qui sont en fait des besoins primaires, qui sont encore une fois de revenir dans ce profond, matérialisme des besoins. Un exemple que je trouve incroyable, c'est, formatrice qui explique que, bah oui, il y a tel collègue, ça marche pas, elle est tout le temps à la bourre et quand on dit qu'elle est tout le temps à la bourre, la collègue elle dit: «Bah oui, mais j'ai mes enfants à déposer à l'école, machin». Mais
Est-ce que la collègue, elle dit vraiment qu'elle a des enfants à déposer à l'école? Ou est-ce que le besoin de la collègue, c'est qu'on prenne soin d'elle? Hein? Est-ce qu'on n'y a pas pensé à ça? Que peut-être cette personne, en fait, elle a juste besoin qu'on prenne soin d'elle. Et là, si l'encadrant, il comprend ça, et ben, il peut juste adapter et en fait, il va prendre plus soin d'elle. Il va reconnaître, en fait, chez Jacqueline, le besoin qu'on prenne soin d'elle et blam! Problème réglé. Et évidemment, j'y vais avec de gros sabots. Mais le problème, en fait, c'est que j'y vais là même avec de moins gros sabots que des trucs qui ont été réellement dits, dans le cadre de la formation. Et qui étaient présentés comme des solutions miracles à, des soucis managériaux. Et avec cette logique extrêmement habile de toujours renvoyer quelqu'un dans ses besoins profonds, c'est lui nier profondément, en fait, des besoins, primaires, mais qui seraient pour autant tout aussi légitimes. Et que quand on oppose à des gens qui, par exemple, bon, un bibliothécaire, ça gagne pas des milliers et des cents, hein, qui, a des collègues, qui sont parfois simplement dans des problématiques lourdes de, «Je mets 1h30 pour venir bosser parce que, bah, c'est comme ça, en fait, parce que j'habite très loin et je galère». Des, schémas, en fait, qui visent à parler de tout sauf, de matérialisme, encore une fois. Je trouve ça très complexe. Mais Mmh. tu vois, ton exemple est très adapté et je pense que si ça a été dit comme ça dans la formation, il y a une raison. Si tu dépasses la page 170 de «Les mots sont des fenêtres» ou bien «Ce sont des murs» de Marshall B. Rosenberg, je donne mon exemplaire si quelqu'un le veut parce que j'ai pas réussi à le trouver. Mais si tu dépasses la page 170, ce qui est déjà en soi un exploit, tu verras que le mot besoin, rapidement, on va le redéfinir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un besoin au sens commun où tout le monde entend, comme moi j'aurais besoin de boire un verre d'eau parce que j'ai soif ou besoin d'enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. C'est vraiment des besoins qui traversent le genre humain, qui traversent la nature, qui traversent la vie, un peu comme le flux du ki, le flux vital. Et qui sont des choses qu'on a tous en commun parce que nous sommes un, hein, nous sommes unis, nous sommes l'univers, nous sommes le grand tout. Mais c'est vraiment comme Ça ça, va hein. mettre un petit beat de rap derrière et là franchement tu sors un là il y a un truc quoi, tu vois? Mais nous sommes le grand tout et nous participons du même grand tout parce que finalement nous avons les mêmes besoins. Et moi un exemple que j'ai pu travailler dans un exemple de CNV qui m'a été apporté, c'est quelqu'un qui ne faisait pas vacciner son enfant alors que c'est obligatoire. Et quand on creusait le sujet en CNV, on se rendait compte que elle avait besoin de préserver la vie parce que vous, moi, on a tous envie de préserver la vie et que c'était sa manière à elle de préserver la vie. Alors après, je ne donne pas ici de conseils de médecine, mais je pense que faire vacciner son enfant, c'est aussi préserver la vie, quoi. Ton exemple, il est bon parce que du coup, on va jamais aller aux causes matérielles, on va jamais aller aux causes contingentes, c'est peut-être le terme le plus adapté, et on va se limiter à un grand gloubi-boulga métaphysique, et c'est assez malaisant hein, à la longue. Et ça marche très bien dans ce que j'ai vécu parce que ça va donner à des néo-managers, du coup, si on utilise un peu de termes, heu, l'impression qu'en fait, ils ont des solutions à des problèmes qui leur semblaient, impossibles. Et ça, je l'ai vu dans le cadre de cette formation où, si en fait ton agent, là, c'est pas juste qu'il est, gravement alcoolique et qu'en fait, il aurait besoin de la médecine du travail, mais si ce dont il a besoin, en fait, c'est, de soutien confraternel et d'appartenir à, la grande communauté humaine de son entreprise, et ben, en fait, ce qui hier était un problème, insolvable, qui allait en fait te prendre 3 ans, hein, bah, c'est comme ça, concrètement, qui allait devoir nécessiter la médecine du travail, du soutien, peut-être en fait gérer avec ta hiérarchie, des absences, des gros problèmes, et ben maintenant c'est non, c'est plus ça en fait. C'est juste qu'on va essayer de trouver, la bonne manière en fait d'adresser ce problème. Et ça, je le prends avec un exemple là extrême, mais ça marche, c'était décliné de bien des manières, et c'était décliné de bien des manières, je pense aussi pour cacher une réalité qui est un peu triste, c'est que une autre logique managériale, et c'est, je pense, l'échec de ça qui a amené à la discussion vers la CNV qu'on a eue, c'est que le premier pilier, c'est plutôt en fait l'idée que dans manager l'info publique, tu vas avoir la carotte et le bâton. Oui, mais quelle carotte? Ben, on va pas augmenter les salaires des gens, hein. On va pas aller vers plus de meilleures conditions de travail. Et quel bâton, en fait? C'est aussi le truc. Et je pense que face à cet état de fait et peut-être face à tout un tas de managers qui pointent du doigt aussi là-dedans, le fait que, ce qui devrait être, disons leur capacité à juste, créer un cadre où on essaye d'encourager ce qui fait du bien aux gens et de décourager le reste, ça ne marche pas. Il y a plus les outils pour. Et ben, on va trouver une baguette magique. Et moi, la CNV dans cette formation, je l'ai vraiment vécu comme la baguette magique de
peut-être qu'ils commencent à comprendre que le reste des discours, de toute façon, là, c'est cassé. Donc, est-ce que plutôt on va pas faire des schémas et de la CNV? Et d'ailleurs, à la fin, on fera une espèce de petit test pour voir en fait, comment on se positionne dans nos positions de vie respectives. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez pas qu'on cause d'accords Toltec? C'est vraiment le combo. C'est le combo. Mais ça rejoint vachement ce que toi tu disais dans ton dernier épisode sur le côté, l'aplanissement des choses quoi. Le fait de vider, le langage de sa subtilité, de sa complexité, pour juste avoir des petits trucs, simples qui véhiculent, un truc un peu basique quoi. Et du coup, bah, toi tu viens avec tes problèmes compliqués. En face de toi, tu as, un manager, un directeur, un encadrant qui va te répondre avec des grands principes et des grandes phrases vides de sens. Tu vas te dire: «Bon, en fait, en vrai, là, j'ai perdu une demi heure. Il m'a pas beaucoup aidé sur le problème de travail que j'ai là en face de moi, qui est l'accueil de cette personne, qui est comment j'achète des livres alors que j'ai pas d'argent. Bon, bah, je vais aller chercher des solutions dans mon coin». Et je pense que c'est là où on peut peut-être commencer à discuter de on a une machine qui marche pas très bien, sur ces trucs-là, mais malgré tout, en fait, bah, pour notre exemple, les bibliothèques, elles continuent de tourner. Elles continuent d'accueillir des gens, elles continuent à remplir, une partie de leur mission et même à essayer de les étendre. Alors c'est problématique à plein de niveaux, mais parce que justement il y a cette capacité qui est hyper forte, de s'auto-organiser sur plein d'aspects quoi et d'aller chercher des trésors, alors parfois, contre leur propre santé, mais des trésors bah, voilà d'auto-organisation, de réflexion sur comment on peut faire les choses. Hem Et puis parfois aussi des trésors comment est-ce qu'on va pas me faire ce que j'ai pas envie de faire et ce que je trouve, bête, quoi. Et du coup, il y a cette idée de faire le dindon, de trouver, toutes les moyens de sabotage, plus ou moins, réglo, plus ou moins inventifs et créatifs, pour faire des choses, bah, malgré tout arriver à remplir cette mission et que ça a un peu de sens, quoi. Mais la question, c'est à quel prix, hein? Ouais, C'est évidemment c'est là la question. évidemment. Rosenberg, l'inventeur de la CNV, a été réputé avoir, enfin, qui a tiré une grande gloire d'avoir accompagné des étudiants noirs aux États-Unis d'Amérique pour Mmh. leur expliquer que c'était peut-être un peu à cause d'eux que la communication passait pas très bien avec les flics et que Ouais. finalement le problème social c'était peut-être leur problème à eux quoi. Et quand on pose la question à quel prix, il y a pour moi un prix qui est très fort, c'est le prix de la remise en question individuelle, personnelle, de gens qui se disent mais finalement est-ce que c'est pas moi le problème? Est-ce que c'est pas à moi de changer? Ouais. C'est la signature du bullshit managérial la plus évidente quoi. Ouais. Mais là, je pense que c'est quand tu es face à quelqu'un qui est, attention, je vais le dire un peu, cash, mais un peu talentueux en CNV ou en manipulation, qui peut te faire remettre en question. Mais faut pas oublier qu'on est face là à des gens qui, en partie découvrent ces trucs-là et donc les appliquent pas forcément extrêmement bien et donc même sans être, extrêmement perspicace, tu te rends compte quand tu es face à ça et que tu viens toi avec des problématiques très réelles et qu'en face on te sort, des alignements de valeurs et de je sais pas quoi, tu te rends compte que, on est en train d'essayer de te la faire à l'envers et que c'est surtout que c'est vide qu'on t'apportera pas de réponse. Tu sais, c'est comme parfois discuter avec un DRH quand tu es là et que tu voudrais dire: «Hey, pourquoi mon échelon il a pas augmenté depuis, tant de temps?» et qu'on t'explique, qu'on va t'emmener, pendant un développement de 20 minutes pour au final noyer le poisson à un moment, tu vois? Bah, là, c'est pareil, c'est juste que tu vas juste dire: «Ah, en fait, ça vaut pas la peine, je vais arrêter de discuter avec toi parce que ça n'a aucun sens et donc je vais juste trouver ma solution à côté». J'ai même on n'est pas encore sur cette étape de remise en question, de se dire: «C'est moi qui ai un problème», quoi. On est, face à des gens qui sont trop médiocres là-dessus. Moi, j'ai un besoin et j'aimerais l'exprimer parce que c'est très important en CNV, c'est est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Bah, je pense qu'il y a vraiment des raisons d'espérer parce qu'il y a des choses qui, on n'a jamais été autant en capacité, vu les circonstances, de pouvoir faire en sorte que, les gens prennent du recul sur les choses, parce que, paradoxalement, tout cela a de moins en moins d'importance et du coup, il y a, on rencontre, quand on va discuter avec des collègues et cetera, on rencontre des gens qui sont dans des difficultés, hyper importantes, d'organisation, de quotidien et cetera, mais qui sont aussi dans cette lucidité de se dire: «OK, en fait, on a quand même besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir». Donc le contexte est hyper noir
Mais paradoxalement, je pense que c'est le fait qu'il soit très, très noir qui va nous amener à essayer d'être inventif sur l'antifascisme basique, quoi. Et je pense que j'ai jamais été aussi séduit par mes collègues que maintenant que je donne des cours à la nouvelle génération qui arrive. Et en fait, ils sont mais vénères. Ouais, ils sont Et trop de forts. voir des collègues là, dans des formations, où tu sais, t'arrives pas très préparé le matin et tu sors ta petite slide, elle est pas très à jour. Et sur ta slide, t'as marqué en bibliothèque, on accueille tout le monde. Et t'as une élève qui dit non, moi j'accueillerai pas les fascistes. Et t'es en mode mais merci, mais allons-y. Et oui, bah oui, complètement. Ouais, moi j'y crois à mort. Mais je pense que j'espère qu'on ne les trahira pas autant nous que ce que j'ai le sentiment parfois d'être trahi. Heureusement qu'ils sont tous persuadés que la génération Z n'a rien à dire, qu'elle n'a pas envie de s'organiser ni de s'engager, quoi. Ça, c'est... C'est clair, c'est clair. C'est clair. Est-ce que je vous propose la petite idée saugrenue? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez une idée saugrenue à nous faire ruminer pour les jours qui viennent? Oui, je pensais à un truc qui était un peu en lien avec la formation et je pense que pour l'exprimer, en fait, je suis même formateur. Donc, je vais pas dire ni que quoi, ni où, ni comment, mais c'est vrai que j'y réfléchissais un peu quand j'ai vécu cette formation. Et je me suis dit que pour tous les gens qui font de la formation comme ça pourrait être un test d'essayer de voir ce qui se passe si tu essaies de faire des formations en ne faisant pas plus de phrases de 5 mots et de voir si tu peux encore faire des formations comme ça. Parce que c'est vrai que je me prenais parfois à écouter ça, et à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait fondamentalement quand une pensée est devenue impossible en fait à présenter et à quel point il n'y a pas aussi derrière une volonté profonde qui est aussi ma critique de la CNV de tout simplement rendre le discours tellement inaccessible qu'il en devient un enjeu social et quasiment révolutionnaire de décomplexifier le discours aujourd'hui quand on est dans des cadres d'apprentissage ou managérial. Et l'autre truc que j'ai essayé récemment, alors j'ai profité de l'anonymat, mais une petite idée révolutionnaire. Quand vous rentrez d'un arrêt, de vacances, de machin, prenez tous vos mails, vous prenez les 400 derniers, vous supprimez tout sans en lire aucun. Et vous laissez en fait les gens qui viennent vous dire gros, ça fait 2 semaines, t'as toujours pas répondu, assumer la charge de est-ce que c'était important ou pas cette information. Et vous réaliserez avec énormément de tristesse que sur 400 mails supprimés, il y en a peut-être 2 qui appelaient vraiment une réponse et qui n'étaient pas juste de l'informationnel performatif. Merci infiniment. On a fait un grand tour de la question, ça a été très riche. J'espère que les psychologues du travail qui nous écoutent, ils vont avoir envie de se pencher un peu sur votre cas, de s'abonner à votre podcast, d'écouter ce que vous avez à dire, parce que ça fait vraiment du bien de se rappeler que nous, notre métier à nous, les psychologues du travail, c'est de parler du métier avec les gens. Bah écoute, merci à toi, hein. C'est toujours là aussi, on aime bien, on est preneur de plein d'échanges et de rebonds. Et c'est pour ça que ton podcast, il est cool pour nous parce que c'est vraiment des rebonds aussi sur ah putain, mais ce truc-là, évidemment qu'on m'en a parlé, et évidemment que le management générationnel, c'est un truc qu'on m'a déjà vendu et que voilà, et je comprends d'où ça vient. Et je trouve que les invités que tu as choisis à chaque fois étaient, alors c'est peut-être pour nous envoyer des fleurs à la fin, mais étaient toujours extrêmement pertinents. Eh ben, je laisserai ça avant le générique. C'est ça, tu le gardes pour plus tard.